Oui, entrez, monsieur Fischer. Mais comment avez-vous su que c'était moi? À cause du nombre incalculable de retard que vous admettez dans cette classe. Depuis le début de notre périple indo-chinois, vous n'avez semble-t-il jamais montré un seul sentiment d'intérêt. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? J'étais tellement absorbé par votre histoire que j'aimerais la continuer. Vous marquez un point là. Bien rattrapé. Bon, quel détail a attiré votre attention? La présence de ce ballon. Ah, ce n'est pas un ballon finalement. Certes, il y en a un sur l'estampe, mais en réalité, durant la bataille, il y en a eu deux. Souvenez-vous, nous avions laissé, dans le dernier épisode, Jean-Olivier de Beaumont et ses hommes arriver près de la citadelle de Ballon. Mais, souvenez-vous également, monsieur Fischer, nous avons parlé de 2 brigades. Il nous reste maintenant à parler de la 2e brigade. Cette 2e brigade a une voix, celle du général Julien. Cette 2e brigade a eu un rôle assez considérable, mais assez peu traité dans l'histoire, dans la mesure où elle a préparé le terrain en amont pour la réussite et la conquête par la 1re brigade de Bac Ninh. Pourtant, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons tenter de restituer ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, pourquoi ils l'ont fait. Menée par le général Briard de Lille, cette brigade s'est elle aussi élancée en direction de Bac Ninh dès le 7 mars, à ceci près qu'elle a emprunté un tout autre chemin. Pour quelle raison? En dépit certes de la confiance en leurs armes, les Français, comme on l'a déjà vu, conservaient en tête la mort du commandant Rivière. On peut parler alors d'un traumatisme collectif? Sans aller jusque-là, une partie des officiers supérieurs et même des simples soldats avaient le sentiment que leur capture par l'ennemi signifiait une mort terrible et douloureuse. Si cela vous intéresse, monsieur Fischer, et au vu de votre test, j'en suis certain, je vous joins à l'issue de l'épisode des passages issus des témoignages des militaires traitant de cette question. Bien, reprenons. Nous sommes le 7 mars. Ils sont à nouveau partis de bonne heure. À ceci près que la 2e brigade pouvait se mouvoir beaucoup moins rapidement que la 1re. Elle détenait en effet un atout de taille, mais cette taille était aussi négative pour elle. La présence du ballon, sans doute. De 2 ballons, justement. C'était en effet tout un art d'être un aérostier, c'est-à-dire une personne qui dirigeait les ballons. Imaginez un instant, vous avez la scène devant vous. Le ballon se trouve ici. Vous avez à ses côtés 2 personnes susceptibles de monter dans ce ballon en fonction du contexte militaire dans lequel on se trouve. De ces ballons étant considérable, il faut donc s'imaginer qu'il y avait un cortège pour réussir à le manœuvrer. Des colisses, c'est-à-dire généralement des Indochinois obligés par les troupes françaises à travailler pour eux, se trouvaient au bout du cortège et portaient les sacs des sapeurs. Ces sapeurs, quant à eux, avaient pour mission de protéger ce ballon, car les Indochinois avaient pleinement conscience que le ballon avait un rôle stratégique prépondérant pour les Français. En outre, ces sapeurs détenaient entre leurs mains des mousquetons. Le canon de leurs mousquetons était en bas. Cela aurait été terrible de crever un ballon par mégarde. À qui le dites-vous, monsieur Fischer? Ces ballons avaient un rôle crucial pour la stratégie française. Vous auriez un exemple? Si j'ai des exemples, je n'en ai que ça, justement. Alors que la 2e brigade a dû essuyer de nombreux combats, la menant à s'emparer successivement de Dawson, du village de Dung Kuyet, la voilà contrainte d'arrêter net son avancée au marché de Chi. Le marché de Chi, c'est le fameux point de ralliement pour les 2 brigades? Exactement. Le marché de Chi, c'était là où les 2 brigades avaient décidé de se rassembler, dans l'optique de ne pas être trop visibles par l'ennemi. Cependant, la 2e brigade était venue bien plus tôt dans le marché de Chi, afin de permettre à la 1re, occupée par Jean-Olivier de Beaumont, de pouvoir directement partir vers Bac Ninh. Or, un souci de taille s'était posé, le climat indo-chinois était encore passé par là. Les digues indo-chinoises étaient en effet tellement abîmées que les canonnières pouvant protéger la 1re et 2e brigade ne pouvaient plus passer. Justement, le climat, était-il un nouvel ennemi pour les troupes françaises? Vous connaissez Pierre-Loti? Non. Pierre-Loti était un grand écrivain du XIXe siècle. Il a également officié dans la marine militaire. Or, si l'on se fie à ses écrits, qui, à l'échelle du XIXe siècle, sont considérables, ce dernier parle énormément d'enfer jaune, en récitant notamment l'impact qu'a pu avoir le soleil sur sa condition mentale.
À ceci, observez cet écrit de Jean-Olivier de Beaumont. Un lien persistant apparaît à une nouvelle fois entre le soleil et le seuil de la violence employé par les soldats. C'est très intéressant, mais en quoi les ballons ont été utiles à la seconde brigade? J'y vais. Nous sommes le 11 mars. Le capitaine Cuvelier, un des aérocis, avait décidé de prendre le ballon au niveau du marché de Chi pour voler au-dessus des positions de Truongson, ce qui lui a permis de distinguer 4 forts. Ces forts ennemis lui ont permis par la suite d'organiser les troupes françaises afin de les attaquer, de faire fuir les Chinois pour ensuite s'ouvrir en fait le chemin menant à Bac Ninh. Si je comprends bien. Sur l'estampe dans le ballon est représenté le capitaine Cuvelier. À cette question, je n'aurai qu'une réponse. Il est difficile d'en être certain. Comme très souvent en histoire, faute de documents écrits attestant le nom du ballonnier, nous sommes contraints d'émettre des hypothèses. Ainsi, le général Julien nous a laissé un précieux témoignage sur le quotidien des ballonniers à cette époque, a pu être à cette place. Si j'ai bien compris, les ballonniers n'avaient pu être présents au moment où Bac Ninh a été prise. Donc, il n'a pas été possible qu'ils aient vu l'ennemi s'enfuir, comme représenté ici sur l'estampe. Prenons garde, M. Fischer. N'oublions pas que les réécritures de l'histoire, déjà dans le passé, s'effectuaient. Or, de ce fait, sur l'estampe, nous pouvons voir que les ballonniers voyaient la prise de Bac Ninh. Mais dans les écrits des ballonniers, il n'en est jamais question. Ils étaient bien présents avant, pour offrir l'accessibilité à Bac Ninh, mais n'étaient pas présents directement sur place pour attaquer Bac Ninh. À ceci, on peut également ajouter que l'avis des Chinois sur cette question est très importante. En effet, si l'on se fie aux sources chinoises, la bataille de Bac Ninh a été une victoire éclatante pour leur rang. C'est passionnant tout cela, mais est-ce qu'il y a des zones d'ombre durant cette bataille en fait? Comme très souvent hélas. Mais c'est tout là l'intérêt du métier d'historien. Par exemple, prenez cette photographie. Voyez comment les rues de Bac Ninh ont pu être détruites. Imaginez alors comment l'ont vécu les civils sur place. Pourtant, aucun écrit ne témoigne de ces scènes de violence. Tout juste sait-on que le 12 mars, le général de Négrier, situé en amont de la place de Bac Ninh, conscient que les Chinois fuyaient Bac Ninh à cause des canonnières françaises, a décidé de réorienter ses canons afin de les viser pour les décimer. Faut-il en vouloir aux soldats français? Cela serait bien trop facile. Nous sommes en une guerre. Une guerre où justement, certes, les Français ont pratiqué des actes qui aujourd'hui peuvent être considérés comme néfastes et justement comme critiquables. Mais n'oublions pas que face à eux, ils n'avaient pas non plus des anges. Ils avaient un ennemi qui quand même empoisonnait les eaux potables, disposait de la dynamite dans les citadelles prises, coupait des têtes, emprisonnait des blessés dans des cages où les oiseaux venaient les déchiqueter. La guerre a sa logique propre, Monsieur Fischer. Mais fort, c'est de constater que cette logique est déplaisante, encore aujourd'hui. Sur ce, Monsieur Fischer, avec ces dernières paroles emplies de philosophie, je vous propose que nous nous quittions en ces mots.